Merci, Maya, Madame la Présidente, chère Maya, Monsieur le Secrétaire perpétuel, merci beaucoup pour cette invitation et pour m'introduire dans ce lieu à la fois formidable et tellement chargé d'histoire, cette Académie des Hauts-Cantons. Et je suis très très heureuse d'être là. Je ne sais pas si vous allez être satisfait de ma prestation, mais moi en tout cas je suis contente d'être là. Et quand on est dans un endroit comme celui-ci, la première chose qui m'est venue, alors j'avais préparé depuis longtemps cette conférence, mais comme j'ai un syndrome bon élève, je l'ai relu un peu ce matin, et je me suis souvenu dans un lieu comme celui-ci, on pense à la résistance, et un vers d'Aragon qui m'est revenu en mémoire et qui dit, dans un des poèmes du roman Inachevé, qui dit « C'était un temps déraisonnable ». On avait mis les mots à table, vous connaissez tous la chanson Garanafek et Offeré, mais je crois que c'est exactement ça mon introduction. Nous vivons des temps déraisonnables. Et je pense que vous avez tous, comme moi, le sentiment que tout va mal, que tout va de pire en pire. L'environnement, c'est une catastrophe, la guerre est à la portée de l'Europe, la croissance est prévue à moins que 1% l'année prochaine par les instances européennes. Le populisme gagne en puissance, c'est-à-dire que la démocratie recule dans tous nos pays européens et évidemment aux États-Unis. Et donc on a tous, en tout cas me semble-t-il, le sentiment d'une déroute presque inévitable de notre système occidental dans les mois ou dans des années à venir. Et je crois que ce sentiment, il est réel, mais qu'en même temps, il faut justement ne pas sombrer dans le défaitisme de cet irréversible du mal qui est véritablement, je crois, devant nous. Et donc, à la fois ce livre et d'autres ont été écrits, en tout cas de ma part, pour essayer de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Il y avait un film très célèbre italien, je sais plus comment il s'appelle, c'est pas Comencini, c'est un autre. Le titre du film, c'était « Mais comment suis-je tombé si bas ?» C'est un peu la question que je me pose. Comment notre monde est-il arrivé là, à ce niveau de décrépitude où même la guerre semble possible, même la misère semble possible. Et donc, donc j'ai abordé comme ça cette conférence. On en avait parlé il y a très longtemps. Donc il se passait tellement de choses dans le monde que j'ai un peu revu ce que j'avais prévu de dire. Mais voilà, j'aborderai 2 points. Parce que bien sûr, on va centrer sur l'Europe. Mais aujourd'hui, pour parler d'Europe, il faut partir du monde. Il fut un temps où l'Europe décidait seule de son agenda. Aujourd'hui, l'Europe n'est qu'une immense tentative de réponse à un environnement extérieur agressif. Et donc, pour comprendre ce qui se passe en Europe, il faut d'abord partir du monde, et c'est ce que je vais faire dans une première partie. Dans quel monde vivons-nous? Quelle est cette crise du système occidental dans lequel nous sommes entrés? Et en deuxième partie, comment l'Europe peut réagir dans ce système. Je vais quand même un tout petit bémol dans cette introduction pour dire que ce sentiment de malaise, d'inquiétude que nous avons face à l'avenir, c'est un sentiment proprement occidental. Si vous quittez l'Europe et les États-Unis, si vous allez dans le reste du monde, en Chine, en Afrique ou en Inde, l'optimisme demeure, c'est-à-dire que pour 90% de la population de la planète, pour 7 milliards d'individus, la mondialisation est une dynamique encore positive. Les gens sortent de la pauvreté. Depuis 30 ans, 800 millions de gens sont sortis de l'extrême pauvreté. Il n'y a qu'en Europe et en Occident où on considère que la mondialisation maintenant est un problème, ça n'y est pas une solution à nos problèmes, c'est la cause de nos problèmes. Mais dans le reste du monde, ce malaise occidental, évidemment, n'existe pas. Et donc, ceci pour un peu relativiser notre importance. Mais puisque nous sommes en Occident, donc je vais essayer de comprendre ce malaise. Et donc, dans cette première partie, parler donc de la crise, de l'éclatement de notre système libéral. Et pour ça, je vais faire un tout petit peu d'histoire, en faisant des choses très
schématique, mais je crois que c'est important de comprendre que les crises que nous vivons aujourd'hui ne sont pas des crises sectorielles, c'est l'ensemble du système international qui est en train de changer. Et vous connaissez tous la phrase de Gramsci qui dit le vieux monde tarde à disparaître. C'est pas une citation exacte, mais en gros c'est ça. Le vieux monde tarde à disparaître, le nouveau monde tarde à venir, et dans ce clair-obscur naissent les monstres. Parce que bien sûr, on va centrer sur l'Europe, mais aujourd'hui, pour parler d'Europe, il faut partir du monde. Il fut un temps où l'Europe décidait seule de son agenda. Aujourd'hui, l'Europe n'est qu'une immense tentative de réponse à un environnement extérieur agressif. Nos fondements, ce que j'appelle l'Occident, c'est le monde libéral depuis 1945. Évidemment, si vous êtes conférence d'histoire, nous remonterait de croisade, mais pour ce qui est de la géopolitique, on prend le début, enfin la fin de la Seconde Guerre mondiale, et nous vivons dans un monde qui a été créé par les Occidentaux, vainqueurs, pour les Occidentaux, vainqueurs. Donc c'est un système qu'on a appelé le système libéral, qui repose sur 4 piliers. Un, en économie, le libéralisme économique, c'est-à-dire l'ouverture maximale des frontières et la suppression maximale des obstacles au libre commerce. Deuxièmement, sur le plan politique, la démocratie représentative, c'est-à-dire ce qu'on a donné comme liberté aux acteurs économiques, on le donne également aux acteurs politiques. Et la démocratie a été le fondement politique du monde libéral, sur le fait que ce sont les Américains qui ont écrit la Constitution de l'RFA à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Troisièmement, sur le plan international, la primauté du droit sur la force, c'est la Charte des Nations Unies, avec cette idée que la possibilité d'une sécurité collective ou si un État met en danger l'appel international des autres États interviennent pour empêcher cette rupture. Et quatrième fondement, des institutions multilatérales qui sont censées mettre en œuvre ces programmes, c'est-à-dire l'ONU pour l'appel la sécurité, les FMI, la Banque mondiale et l'OMC, l'Organisation mondiale du commerce, pour le commerce, l'économie, etc. Et c'est ça le système libéral dans lequel nous avons vécu, avec une prospérité et un bonheur dont on se rend compte maintenant a posteriori, c'est-à-dire nous avons été effectivement depuis 1945 les maîtres du monde, les maîtres de l'économie, de la science, de la finance, les faiseurs de paix et les punisseurs de guerre, et les inventeurs du droit international tel qu'il s'applique aujourd'hui, et avec un modèle occidental, en particulier un modèle américain, le rêve américain qui est devenu une aspiration profonde pour des milliards de gens sur Terre, avec cette idée que la liberté, pas seulement la liberté économique, mais la liberté politique, la liberté de penser, la liberté de croyance, était de ce mode de réalisation de l'être humain et des sociétés. Et donc c'est ce système que nous avons inventé et dont il faut être fier parce que ça a été une réussite exceptionnelle pour nous occidentaux. Ça a été une série de calvaires et de guerres barbares pour les pays du Sud que nous avons exploités. Mais pour nous, occidentaux, ça a été une période, 80 années, de paix, de prospérité, de stabilité démocratique sous protection américaine. Or, c'est ce système ensemble qui est en train de s'effondrer. C'est-à-dire, on a vécu une crise économique, par exemple, en 2008, on a vécu une crise sécuritaire très grande en 2015 avec les attentats terroristes, voire même en 2001 avec les attentats contre le World Trade Center aux États-Unis. Mais aujourd'hui, ces 4 piliers s'effondrent en même temps. Donc on est plus dans une situation où un des piliers est en crise. On a une crise majeure, systémique, des 4 piliers de notre système que nous voyons s'effondrer devant nous sans savoir vraiment comment arrêter cette dynamique destructive. Alors si je reprends rapidement les 4, en économie, vous voyez bien que le libéralisme est battu en brèche par une montée du protectionnisme, notamment de la part des États-Unis. Donald Trump dit que le plus beau mot de la terre du dictionnaire, c'est le mot tarif. C'est the most beautiful word. Après la big, c'est le plus beau mot qu'il est, c'est des droits de douane. Et même avant Trump, les Chinois, tout en étant entrés dans l'économie libérale de marché
en 85 avait continué là, un certain protectionnisme puisque la consommation intérieure était préservée aux Chinois. Mais enfin, on voit aujourd'hui une montée extraordinaire du protectionnisme avec des droits de douane délirants que Trump impose à la plupart des pays de la planète, 145% de droits de douane au départ, voulait-il, on est maintenant à 15% pour l'Europe, 40%, 45% pour le Vietnam, pour d'autres pays. Enfin, c'est absolument un autre système qui est en train d'être mis en place par les États-Unis. D'abord, donc le protectionnisme, sur le plan politique, la démocratie, on la voit vaciller partout, et surtout dans les démocraties, dans les vieilles démocraties. Mais moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, en sciences politiques, on nous apprenait que la question de la démocratie à l'avenir, ce serait de savoir si la Chine allait devenir une démocratie, parce que la science politique nous avait appris qu'à partir d'un certain degré de richesse se crée une classe moyenne qui a la liberté économique et qui veut avoir leur liberté politique, et que donc la question de la liberté politique et donc de la démocratie se causerait un jour à cette Chine qui s'enrichissait de plus en plus. Enfin, c'est parfaitement faux. Il faut qu'on revoie complètement notre science politique qu'on apprend aux élèves dans les universités, parce qu'on s'aperçoit que le problème de la démocratie, c'est pas celle de la Chine. La Chine ne deviendra pas une démocratie, mais en revanche, le problème de la démocratie se pose aujourd'hui dans les vieilles démocraties où on voit la montée du populisme, de l'extrême droite. Je rappelle que dans les pays d'Europe, aujourd'hui, vous avez 3 grands pays, là, l'Italie, l'Allemagne et la France, où les pays d'extrême droite sont soit majoritaires, soit deuxième parti politique. Le RN, évidemment, l'extrême droite est majoritaire en Italie. En Allemagne, la FD a été aujourd'hui un parti d'extrême droite. Est aujourd'hui le deuxième parti en Allemagne. En Belgique, l'extrême droite est au pouvoir. Aux Pays-Bas également. En Suède, en Finlande, des partis des partis populistes soutiennent le gouvernement sans forcément y participer. En Autriche, le président est d'extrême droite. En Hongrie et en Slovaquie, les gouvernements sont d'extrême droite. En Pologne, les libéraux ont gagné l'année dernière. Le président est aujourd'hui un président du PiS, c'est-à-dire d'extrême droite. Ouais, on est dans une situation, quand je dis la liste comme ça, je dis, c'est pas possible, on n'est pas dans les années 30, enfin, ça ressemble quand même à quelque chose de cela. Et aux États-Unis, c'est de pire. Tout cet ouvrage que j'ai écrit cette année, qui va sortir le 1er octobre chez Gilles Jacob, aux États-Unis, Donald Trump est un peu l'iceberg, la partie émergée d'un iceberg autoritaire. Et Donald Trump est entouré d'une série d'idéologues qui sont tous suprémacistes, racistes, antiféministes, masculinistes, comme on dit maintenant, tous chrétiens, milliardaires, et dont l'objectif est de remplacer la démocratie par un autre système autoritaire, alors avec des formules incroyables. J'ai lu des choses absolument étonnantes en 2025 de la part de grands personnages américains sur le fait que la liberté et la démocratie aujourd'hui sont devenues incompatibles, etc., etc. Donc on a, et puis vous savez, vous avez tous vu que J.D. Vance, le vice-président américain, et Steve Bannon, qui a été un des conseillers de Trump dans son premier mandat, mais qui ne l'est plus aujourd'hui, sont des milliardaires qui financent les groupes d'extrême droite en Europe, qui financent l'extrême droite en Allemagne, en Grande-Bretagne, qui font des saluts nazis quand ils apparaissent à la télévision, et donc il y a toute une entreprise véritablement de conquête, entreprise par certains Américains, par cette belle contre-révolution américaine, une entreprise de remplaçant de la démocratie par un nouveau système. Quand on est poli, on dit illibéral. Quand on est franc, on dit un système autoritaire. Et ce sont les Américains qui prennent le lead de cette campagne. On accuse beaucoup des Russes et des Chinois de faire de l'ingérence dans nos campagnes électorales en soutenant tel parti. Mais ils le font, c'est vrai qu'ils le font, hein, mais ils le font clandestinement. Les Américains le font ouvertement et je trouve qu'on ne résiste pas beaucoup et on n'y critique pas beaucoup.
Donc ce deuxième pilier, j'étais un peu non par fond, c'est vraiment quoi ce qui ne tient que plus à l'avenir. Le deuxième pilier démocratique est véritablement en danger. Le troisième pilier, la prééminence du droit sur la force, ben on voit tous les jours que c'est fini, c'est l'inverse, c'est la force aujourd'hui qui l'emporte sur le droit. Ça n'a pas commencé avec Trump, ça, mais c'est véritablement une dynamique que cette administration américaine renforce. Ça a commencé en 2013, par exemple, quand Bachar el-Assad utilise l'archi contre sa population. On fait rien. En 2014, quand Poutine prend la Crimée, on fait rien, on laisse faire la force. Et puis en 2022, quand Poutine attaque l'Ukraine, alors là on ne fait pas rien, mais enfin on fait quand même pour l'instant pas grand-chose. Et plus récemment encore, les bombardements à la fois américains et israéliens sur l'Iran sous prétexte d'une menace nucléaire imminente qui n'existait pas, ce dont le directeur vient de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Ces bombardements, conçus comme des phares très anti-libres, pour une menace imminente, sont illégaux pour le droit international. C'est véritablement, de la part des États-Unis et d'Israël, une infraction au droit international. Même les démocraties ne montrent pas d'exemple. Alors, qu'est-ce qu'on peut attendre de Poutine, de Xi Jinping, des autres, si on n'est pas le même exemplaire sur la défense du droit pour l'apport? Et je ne parle même pas plus que des boutades, des dénis américains sur le fait que l'Amérique a besoin du Groenland et qu'il l'aura, quels que soient les moyens qu'il faudra employer, qu'il a besoin de reprendre au Canada, pardon, et que le Canada, après tout, pourquoi pas, devrait être américain, mais qui a véritablement aujourd'hui une espèce de confusion sur ce qui est possible ou pas, le droit de la force. Donc ce troisième pilier est en train également de sombrer et du coup, les institutions internationales qu'on avait créées pour défendre le libéralisme, la démocratie et le droit sont gagnant des errances. Les Nations Unies sont complètement paralysées par les vétos. Les Russes mettent un veto systématique sur l'Ukraine. Les Chinois mettent un veto systématique sur sur Taïwan, non, parce qu'on n'en parle pas à l'ONU, mais sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes, et puis les Américains mettent un veto systématique sur Israël, donc ni l'Europe, ni le Moyen-Orient, ni l'Asie ne peuvent être stabilisés par les Nations Unies, et quant à l'OMC, elle est paralysée parce que depuis le premier mandat de Donald Trump, non, les Américains n'ont plus le juge qui doit siéger au tribunal, entre les mains de l'OMC, qui est chargé de régler des grands différends commerciaux, qui sont différents, qui pèsent des milliards, des centaines de milliards. Et donc, les grands différends agricoles, aéronautiques, etc. Comme les Américains n'ont pas non plus le juge américain qui doit siéger, le tribunal ne peut pas siéger. Donc, l'OMC est complètement paralysé. Et encore une fois, cette année, quand le Trump a dit « je vais imposer les Chinois à 45%, de droits de douane, les Chinois ont fait tout de suite appel à l'OMC, l'OMC a dit, désolé, on ne peut pas juger, on a un Américain à l'FMI. Donc l'OMC est complètement paralysé. Et quant à l'FMI et la Banque mondiale, eux, ils sont paralysés par le fait qu'ils sont décrédibilisés par une idéologie ultralibérale, c'est-à-dire celle qui était celle de Thatcher et Reagan dans les années 80, de modifier complètement les économies du tiers-monde avec des réformes tellement aberrantes qu'elles aggravent le problème, donc plutôt qu'elles ne le résolvent. Et donc ces deux institutions sont complètement décrédibilisées. Moi, je fais une parenthèse sur la France, j'entends des gens qui disent la dette est tellement grave en France, on va finir par être sous la coupe du FMI, mais le FMI est incapable aujourd'hui de gérer la dette de la France. C'était encore capable dans les années 2008, ils avaient la Grèce et l'Espagne, mais aujourd'hui, la telle délégitimation d'institutions, c'est la révolution, j'imagine, immédiate. Si on part de mettre la France sous tutelle du FMI, ça n'a... Bon, ouais. Je ferme la parenthèse nationale. Donc, tout ça pour dire que si vous faites, je regarde de ma montre, si on additionne tout ça, on se trouve dans un monde aujourd'hui où les 4 piliers de notre
de prospérité, de notre richesse, de notre stabilité, c'est-à-dire le libéralisme économique, la démocratie, le droit et les institutions, ces 4 piliers sont remplacés aujourd'hui par 4 autres, que je répète, les 4 nouveaux cavaliers d'Apocalypse, qui sont le protectionnisme, l'autoritarisme, la force et rien, c'est-à-dire l'anarchie internationale. Et quand vous mettez ça ensemble, protectionnisme, autoritarisme, les forces, c'est quand même une recette séculaire pour la guerre. Et donc, on est dans un système aujourd'hui que je trouve effectivement extrêmement dangereux. Et quand je dis je suis absolument pas la seule à avoir cette inquiétude. On est dans un système qui est dangereux parce que justement, il s'effondre sans qu'on sache vraiment quelles forces vont l'emporter. Et alors, si j'avais beaucoup de temps, j'aurais passé une seconde partie à essayer de comprendre, mais pourquoi on en est arrivé là? Pourquoi? Bah, tu vas-y quand même. Oui, mais après, il faut que je parle de l'Europe. Mais rapidement, sur pourquoi on en est arrivé là, parce que moi, je ne pense pas que 75 millions d'Américains qui votent Trump sont des idiots. Je crois pas ça. Je crois pas que les gens qui votent Marine Le Pen ou Madame Meloni sont les plus stupides de la Terre. Je pense que ce qu'ils traduisent, c'est quelque chose qu'il faut reprendre. Si on veut répondre, on ne peut pas simplement dire ah, ce sont des fascistes, il faut les mettre à l'écart, il faut faire un front républicain. Il faut comprendre ce qui se passe pour essayer de répondre et faire en sorte que ces gens votent autre chose. Et donc, si 75 millions d'Américains ont voté contre, en novembre dernier, ont voté contre ce qui a fait la richesse, la puissance de l'Amérique depuis 80 ans. Ils ont voté contre. C'est quand même qu'il se passe quelque chose. Et mon explication, alors, dans le livre, j'en donne beaucoup, mais mon explication essentielle, c'est que la phase de la mondialisation économique que nous traversons aujourd'hui est une phase qui est dangereuse, est une phase destructrice de notre système international. Alors, c'est pour ça que je dis, j'ai pas le temps de rentrer dans l'histoire de la mondialisation, mais je vais prendre juste un point. Et là, je vais malheureusement rendre un hommage à Donald Trump. Donald Trump, je crois, est le premier homme politique en 2016 qui a compris que la mondialisation changeait, évoluait avec le temps. La mondialisation, ça date de 85. En 1985, les Chinois et les Russes, ensemble, sans se concerter, décident que l'économie planifiée communiste, c'est nul, ça marche pas, et que donc ils n'ont pas d'autre choix que de rejoindre l'économie du large et de marge. Et donc à partir de 85-89, tout le monde est dans le même système économique, sauf la Corée du Nord. Mais tout le monde est dans le même système économique libéral de marché, le nôtre. Donc c'est considéré comme une énorme victoire de l'Occident. Nous avons gagné. Tout le monde trouve que notre système est le meilleur et tout le monde y rentre. Et là, une première phase de mondialisation très heureuse. Tout le monde s'enrichit. L'Amérique est la première puissance du monde. Elle n'a pas de compétiteur. La Chine est encore très bas. La Russie n'existe pas encore. Bon bref, une très grande période de mondialisation heureuse. C'était la formule d'Anna Mank dans un petit bouquin qu'il a sorti à l'époque. Et puis, Trump se rend compte, à partir du début des années 2000, que ça change, que ce qui était positif pour l'Occident devient positif pour la Chine, et que l'Occident est en train de voir les effets négatifs de la mondialisation. Je crois qu'il est le premier homme d'État à s'être rendu compte que la mondialisation, désormais, ne profitait qu'à la Chine et non plus aux États-Unis. Et il a essayé dans son premier mandat quelques formules, il n'a pas réussi, mais dans son deuxième mandat, il veut vraiment casser le système. Je crois que Donald Trump est un grand destructeur, on me dit aujourd'hui. Il veut casser un système qu'il considère nocif pour la puissance des États-Unis. Et effectivement, c'est le seul point que je retiendrai dans cette explication. Quand on regarde la phase de mondialisation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est-à-dire où tout le monde est dans cette économie libérale de marché. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on a eu une inversion des choses. La Chine s'est enrichie formidablement, s'est industrialisée. Nous sommes désindustrialisés, puisque c'était beaucoup moins cher, vu le bas coût salarial en Chine, c'était beaucoup moins cher de faire fabriquer en Chine
que de faire fabriquer en Europe. Dans toute l'Europe et une bonne partie des États-Unis se sont désindustrialisés, de produire en Chine, y compris des matières stratégiques comme les médicaments, par exemple. Et on a vu quand on a eu peur pendant le Covid que la Chine ne nous fournisse pas les matériaux, les matières premières des médicaments qu'on avait décidé de fabriquer en Chine parce que tout simplement c'était moins cher. Et donc, désindustrialisation d'une bonne partie de l'Europe. Ensuite, concurrence technologique de la Chine, parce qu'après avoir été l'atelier de la planète, la Chine, il y a quand même 1,4 milliard d'individus, non pas sur ces 1,4 milliard, il y a quand même beaucoup de gens intelligents. Alors il n'y a pas encore de prix Nobel chinois, mais ça va venir. Et donc la Chine est devenue petit à petit non seulement une grande puissance industrielle, mais une grande puissance technologique. Elle est alliée sur la face cachée de la Lune. Ils sont donc premiers en matière des nouvelles technologies, de l'information sur l'intelligence artificielle, etc., etc. Ils inventent des chats GPT qui sont 1000 fois plus puissants que des Américains. Donc, des Américains, tout de coup, ont senti une espèce de renversement. La puissance passait de notre côté et il y avait un risque de marginalisation, en tout cas de relativisation de la puissance américaine qui était inacceptable pour les États-Unis et Trump a décidé que c'était inacceptable. Donc ça, c'est une première raison de la violence des Américains contre le système, notre système, leur système. Et la deuxième raison, c'est qu'il y a une contradiction, il y a un paradoxe de la mondialisation dans nos pays riches. Et c'est ça qu'il faut comprendre. Si on prend le haut niveau de la planète, la mondialisation, c'est une très bonne chose. C'est-à-dire, ça a permis à des millions de gens de sortir de la pauvreté. Bon, pour l'Afrique, pour l'Inde, c'est une très bonne nouvelle. Mais, et donc dans ces pays pauvres, autrefois pauvres, la mondialisation enrichit tout le monde. Elle enrichit les riches, elle enrichit les pauvres. Dans nos pays riches, il y a une contradiction de la mondialisation. Dans nos pays riches et développés, la mondialisation enrichit les riches. Et elle crée un risque de paupérisation des classes moyennes. Et on le voit dans tous nos pays développés, il y a une explosion des inégalités entre le 0,1% des très riches et le reste de la population. Alors les chiffres sont évidents, certains essayent de les contester en disant mais c'est pas vrai, il n'y a pas d'augmentation des inégalités en Europe. Alors il y a moins d'augmentation des inégalités en Europe parce qu'on a un système de protection sociale qui marche dans l'état-providence, qui est la formule du capitalisme européen, tous les Américains n'ont pas, mais en tout cas tous les chiffres dans les pays développés montrent que l'explosion des inégalités est universelle, c'est-à-dire aujourd'hui, par exemple, on a cet exemple, un patron d'entreprise du temps de Ford, il gagnait 50 fois plus que son ouvrier. Aujourd'hui, c'est entre 500 et 5000 fois plus que l'ouvrier de base. Et donc, dans un système de télécommunication où tout se sait et tout se voit, les classes moyennes occidentales, et je crois que c'est ça la cause de la montée de l'extrême droite et du fascisme, les classes moyennes occidentales, européennes comme américaines, ont peur d'être déclassées. La peur, et on voit ça très bien dans les sondages d'opinion en France en 2005. C'est la première fois, l'INSEE, vous savez, fait des sondages tous les ans sur le moral des ménages. Et en 2005, c'est-à-dire l'année où les Français ont voté non à la Constitution européenne, c'est la première fois que quand on posait des questions aux gens, aux Français sur l'avenir, c'est la première fois que les gens disaient que l'avenir sera pire pour leurs enfants qu'il n'avait été pour eux par rapport à leurs parents. Donc, c'est la première anticipation négative de l'avenir en France. Ça vient après dans les autres pays européens, mais aujourd'hui, dans les sondages, les Français ont une anticipation négative de l'avenir pour leurs enfants, alors qu'ils ont encore une anticipation positive pour leur propre avenir. Mais ça, quand on a peur pour l'avenir de ses enfants, c'est un des ferments très profonds qui nourrissent les partis populistes d'extrême droite qui sont entièrement sur la nostalgie des 30 glorieuses, faut fermer les frontières, faut arrêter les immigrants, faut ne plus s'occuper de l'Ukraine mais de l'Amérique, et cette espèce de vision d'un monde où tout a des biens et qu'il faut absolument récupérer dans des frontières d'une petite France bien française qui est véritablement une pure illusion. L'idée qu'on peut aujourd'hui vivre seul au monde est une illusion absolument dangereuse. Et en tout cas, ce sentiment des classes moyennes
que l'explosion des inégalités les pénalise alors que la planète entière s'enrichit et que 0,1% de leur propre population connaît des fortunes phénoménales, ce sentiment est une gifle donnée à la démocratie et, et, et les gens ont le sentiment que la démocratie ne leur apporte plus rien. On a souvent cette vision du monde que d'un côté il y a des grands prédateurs autoritaires, Xi Jinping, Poutine, le Coréen du Nord dont j'oublie toujours le nom, Kim Jong-un, les Iraniens. On a ce sentiment que ces gens-là sont des autoritaires contre nous, les démocraties. Et c'est beaucoup plus complexe que ça. C'est à l'intérieur même de nos sociétés qu'on a une partie des citoyens qui est aujourd'hui sceptique vis-à-vis de la démocratie, qui ne leur apporte plus ce qu'elle avait apporté aux générations précédentes, c'est-à-dire une certaine prospérité, une sécurité pour l'avenir et une certaine tranquillité d'âme, si je puis dire. Et ça, c'est beaucoup plus grave. Quand la démocratie est contestée par des démocrates eux-mêmes, c'est beaucoup plus grave que quand elle est contestée par un Poutine, par un Xi Jinping. Et donc, j'arrête là cette deuxième partie, mais je crois qu'une des raisons profondes d'explication de cette remontée du désir d'autorité, du désir d'ordre, du désir de prévisibilité, l'avenir, c'est une des grandes raisons, ce sont effectivement c'est l'explosion des inégalités que la mondialisation économique, cette phase que nous traversons aujourd'hui, amène, en particulier dans nos pays riches. Et je termine ce point en rappelant, vous savez tous qu'à Davos, tous les ans, en février, les grands dirigeants de ce monde et les grands patrons des grandes entreprises mondiales se réunissent pour justement essayer d'anticiper un peu l'avenir. Et ils ont toujours sur leur chevet un rapport d'une ONG britannique qui s'appelle Oxfam, qui est maintenant devenue très célèbre, parce que tous les ans, elle fait un rapport sur les inégalités dans le monde, avec des chiffres qui sont quand même étonnants, et que je crois vrais. J'ai pas de moyen de vérifier. Je pense que quelqu'un a peut-être dû essayer de vérifier, mais comme c'est pas contesté, ça doit être vrai. 1% de la population mondiale aujourd'hui possède autant que les 99 autres pourcents restants. Ça veut dire que c'est pas tenable. Ça veut dire que c'est pas tenable. Et donc, on est véritablement dans un système qui risque fortement d'exploser. Alors, j'en viens à mon Europe maintenant. Quelque chose d'optimiste. Oui, tu vas voir. On arrête à la vie, c'est ça? Non, c'est quand vous voulez. Non, mais j'aime bien contester, débattu. Mais alors, l'Europe dans tout ça, là. Les Européens sont, comme vous avez sans doute remarqué, comme vous-même, comme moi-même, qui suis une Européenne de base, nous sommes un peu déboussolés, un peu perturbés, même beaucoup, effondrés, effrayés, ne sachant plus, c'est comme ne sachant plus où courir pour essayer de trouver le bon chemin. Et parce que l'Europe aujourd'hui a tout à fait conscience, à chaque fois on était nuls dans nos politiques, mais on n'est pas à l'analyse, qu'on a à gérer ensemble trois grandes vulnérabilités. À l'Est, une menace russe, militaire, politique, qui est réelle. Bon, je ne suis pas une obsédée de la menace russe, mais enfin, je ne vais pas la nier non plus. À l'Ouest, une menace américaine, qui est à la fois une menace d'abandon, s'ils laissent tomber l'OTAN, s'ils ne nous défendent pas. Le scénario pire, c'est si demain Poutine prend un petit État balte, que fait la merveille? Pas clair. Donc, à l'Est, une menace d'abandon et une menace de sape de notre système démocratique, il ne faut pas l'oublier. Et à l'intérieur, la montée de l'autoritarisme, du populisme qui s'apprête des fondements de nos démocraties. Et donc, on a la convergence de ces trois vulnérabilités en même temps qu'il faut gérer. Et c'est pas facile. La politique de l'Europe est aisée. Essayer de trouver les solutions, c'est beaucoup plus difficile. Et donc, les Européens sont sommés aujourd'hui de faire une révolution, non pas de leurs institutions, mais de leur mentalité, ce qui est beaucoup plus compliqué, parce que tout ce qu'on a construit depuis 5 ans, depuis la première CECA, la communauté européenne, le charbon et l'acier, tout le Chura, les monnaies ont construit, est faux. Et aujourd'hui, il faut que
je dis rapidement, on avait 3 ADN fondateurs, qui étaient plus jamais ça, plus jamais la guerre entre la France et l'Allemagne. Terminé. Donc, interdiction de faire la guerre, interdiction en Allemagne d'avoir une armée jusqu'en 1990, occupation de l'Allemagne, etc. Interdiction de faire la géopolitique, vous sortez de l'histoire. Ça, c'est le premier ADN, on est sorti de l'histoire, plus jamais la guerre, on n'y pense pas. Deuxième ADN qui va avec, du coup, c'est l'Amérique qui pense pour nous la guerre, qui nous protège, c'est l'OTAN, l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord depuis 1949, l'Atlantique Nord, pardon, il n'est pas en mort. C'est donc l'OTAN, c'est l'Amérique qui protège l'Europe, à la fois contre la menace soviétique, et puis dans le reste du monde, c'est les États-Unis qui gèrent toutes les crises, toutes les guerres pétrolières, énergétiques, tout ce que vous voulez. Donc le deuxième ADN, c'est la foi dans l'Amérique protectrice. Et puis le troisième ADN, puisqu'on ne peut pas faire la guerre et qu'il faut faire confiance à l'Amérique pour cela, nous on fait du commerce. Donc le commerce est la marque de la signature de la construction européenne, et c'est en faisant du commerce, de tout commerce qui pacifie les mœurs, qu'on va s'affirmer comme une grande puissance à l'avenir. Ça, c'est les 3 fondements de la construction européenne, et ça a été un succès phénoménal. En 2000, l'Union européenne était la première puissance économique du monde, la première puissance commerciale du monde, la deuxième puissance, elle va être bientôt la deuxième puissance avec l'euro comme monnaie de réserve dans le monde. Nous sommes la première puissance pour l'aide humanitaire dans le monde, la première puissance pour l'aide publique au développement dans le monde, donc une puissance absolument phénoménale. Mais aujourd'hui, c'est fini. Ce qu'on nous demande de faire, c'est exactement l'inverse. C'est-à-dire, il faut que l'Europe fasse quelques années le contraire de ce pourquoi elle a été faite. Premièrement, la guerre. Il faut y penser maintenant. Il faut penser la guerre. Vous avez vu que tous nos pays de l'Union européenne augmentent leurs dépenses de défense. On a même pris l'engagement en juin dernier devant Trump de passer le budget de défense de tous les pays membres à 5% du PIB, ce qui est du déni, personne ne le fera, mais en tout cas, ça faisait plaisir à Trump de longtemps pour qu'il y ait un engagement des États de passer à 7% du PIB, qui est un véritable leurre, mais quand même. En tout cas, les Polonais l'ont fait. Les Polonais sont déjà à 4,5% du PIB. L'Allemagne va investir 100 milliards d'euros dans sa défense, c'est-à-dire 2 fois le budget de défense de la France. Il faut voir qu'avec la volonté des Allemands de devenir la plus grande armée conventionnelle d'Europe. Donc, pour les Français, il faut s'habituer à ce que l'Allemagne dépense 2 fois plus que la France, qui, elle, est quand même de puissance nucléaire, mais avec un débat nucléaire qui commence à naître en Allemagne en se disant bientôt, si l'Amérique ne nous protège plus, il faudra quand même qu'on y songe. Donc, première révolution, faire la guerre, alors que pendant 80 ans, nous étions interdits de penser la guerre. Alors quand je dis faire la guerre, c'est pas faire la guerre, c'est se préparer à la guerre, avoir des défenses importantes et éventuellement se préparer à la guerre contre la Russie. Deuxièmement, le commerce. On s'aperçoit que le commerce, aujourd'hui, l'Amérique est en train de saper les bases en me remettant du protectionnisme partout et du commerce absolument inéquitable. La base du libéralisme économique depuis le XVIIIe siècle, c'est tout commerce, mais c'est surtout laisser faire, laisser passer avec une règle d'or qui est la concurrence libre et non faussée. À partir du moment où on met des droits de douane sur les produits européens qui rentrent en Amérique, et qu'on n'en met pas sur des produits américains qui entrent en Europe, la concurrence, elle n'est pas libre et elle est faussée. Donc on est en train de tuer le doux commerce. Et les Européens se rendent compte d'ailleurs très vite que le doux commerce n'est pas du tout pacificateur. Parce que si Poutine avait comme obsession le commerce et la prospérité de son pays, jamais il n'aurait attaqué une Europe qui était son premier client commercial. Donc le doux commerce pacificateur, c'était un mensonge. En tout cas, ça ne marche plus aujourd'hui. Et donc, il faut réfléchir à une nouvelle forme de contrôle politique sur le commerce et non pas sur le commerce libre et non forcé. Et troisièmement, sur l'Amérique, là, c'est pas besoin d'être dessin, l'Amérique, elle est devenue, qui était notre défenseur, notre leader, notre modèle, devient presque notre ennemi.
Et notre contre-exemple, en tout cas, l'Amérique est devenue une menace pour l'Europe, une menace politique sur la démocratie et une menace stratégique, parce que si demain Trump nous dit, bah, vous savez, nous, l'OTAN, si les Russes attaquent l'Estonie, bah, on ne copie rien, on fera rien, etc. C'est un lâchage stratégique des Européens qui sont nus comme des vers en matière militaire, parce que la prise de conscience d'un réarmement nécessaire date de 2 ans, et donc si jamais les Américains aujourd'hui nous disaient bon c'est fini, nous on a une obsession qui est chinoise et l'OTAN on laisse tomber, les Européens ne savent pas ensemble se défendre. Et comme vous le savez, depuis l'origine d'ailleurs de la construction européenne, seuls les Français disaient mais il faut quand même malgré tout une Europe de la défense, il faut qu'on y pense. Tous les présidents de la République, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, ont toujours essayé de construire cette Europe de la défense. Aucun de nos partenaires ne nous a suivis parce qu'ils avaient l'Amérique. C'était pas la peine, que ces Français étaient quand même bizarres. Pourquoi vouloir faire une défense européenne alors qu'on a une défense atlantique? On nous a toujours soupçonnés de vouloir détruire l'Alliance Atlantique, ce qui n'était pas l'objectif initial. L'objectif, c'était de se dire, au cas où l'Alliance est défaillante, il faut qu'on ait une route de secours européenne. Mais ça n'a jamais été compris par nos partenaires, parce que je crois que nos partenaires n'ont jamais compris notre analyse de l'intervention américaine dans la Seconde Guerre mondiale. Pour tous nos partenaires européens, l'Amérique est le pays qui nous a sauvés du nazisme. L'Amérique est donc devenue légitimement une puissance européenne, alors que les Français sont les seuls à se dire que finalement les Américains ne sont intervenus que quand ils ont été attaqués eux-mêmes à Pearl Harbor, mais que sinon peut-être ils se seraient accommodés d'une Europe sous emprise allemande. Et nous sommes des seuls. Je n'ai jamais compris pourquoi, et il n'y a pas d'ouvrage d'histoire qui m'a fait comprendre pourquoi nous avions été les seuls à avoir cette vision d'une Amérique pacifiable que ça. La preuve, elle n'a rien fait. Sauf quand elle était attaquée, alors tous nos partenaires ont une vision extrêmement reconnaissante, absolument claire, sans aucune ambiguïté de l'intervention américaine qui nous aurait sauvés du nazisme. Et donc, cette vision de la Seconde Guerre mondiale que nous avons, elle a rejailli pendant toutes les 80 années de la construction européenne, où on était seul à dire mais il faut quand même une garantie européenne si jamais, et jamais aucun de nos partenaires ne nous a suivis, ce qui fait qu'aujourd'hui, où on est dans la réalité devant une Amérique qui risque de faire défaut, eh ben on est nus comme des vers, et c'est pas en 2 ans on va construire un système de défense alternatif. Et donc, sur l'Europe, cet ADN, ces 3 ADN que nous avions, la paix, le commerce, l'Amérique, aujourd'hui on nous oblige à faire le contraire de ce qu'on avait dit qu'il fallait faire, c'est-à-dire penser la guerre, se méfier de l'Amérique et se méfier du commerce. Et donc pour les Européens c'est difficile, pour l'Allemagne par exemple, c'est un traumatisme absolument profond. L'Allemagne a construit son identité depuis la Seconde Guerre mondiale, elle a construit son identité exactement sur ça, sur son excellence commerciale, son adhésion atlantique et son pacifisme. Or ça, c'est fini. L'Allemagne ne peut plus être un pays pacifiste, atlantique, commerce et mercantiliste. Il faut qu'elle redevienne un pays géopolitique européen, enfin, comment dit-on, plutôt autonome par rapport à l'Atlantisme, et un pays militaire, guerrier militaire. Et on voit que l'extrême droite s'engouffre là-dedans de façon, parce que c'est quand même difficile pour tout un peuple qui a déjà ce traumatisme de la Seconde Guerre mondiale à refaire cette révolution. Et nous, Français, on ne sait pas quelle révolution on doit faire, mais on voit bien aujourd'hui de la France balbutie dans l'Union européenne. On est encore relativement influent à cause de notre statut réel notamment, et de notre statut de membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais la voix de la France est très refuse aujourd'hui en Europe. La voix de la France aujourd'hui est plutôt une voix belligère, plutôt qu'une voie de construction d'une Europe démocratique. Le président de la République pense que la guerre, c'est normal, c'est son rôle. Moi, je trouve qu'il y pense beaucoup et qu'il ne parle pas assez de défendre non seulement nos territoires, mais notre démocratie comme système propre aux Européens. Et donc, l'Europe est dans cette situation, et
un peu, un peu carrefour. C'est un, comment dire, c'est une image très, très galvaudée, mais effectivement, selon les choix que l'on va faire, on peut avoir plusieurs scénarios. Et je vais terminer simplement sur ces scénarios. Je trouve pas ma page, mais là voilà. Si on essaye de voir quels sont les scénarios possibles pour l'Europe dans ce monde, alors je suis pas, c'est pas que je suis pessimiste, mais je suis réaliste. Nous sommes effectivement dans des temps déraisonnables. Dans des temps déraisonnables, mais je ne crois pas qu'on ait les chefs d'État ou les chefs d'État à la hauteur de ce qui se passe. Alors quand je dis ça, certains des amis me disent, ah ben, tu vois, c'est vrai, c'est grave, parce que comme les catastrophes créent des hommes exceptionnels, si on n'a pas d'hommes ou de femmes exceptionnelles aujourd'hui, c'est que c'est peut-être pas si grave. La crise n'est pas encore trop grave, mais bon. Ouais. Alors, on a plusieurs. Moi, je vois qu'il y a 3 scénarios possibles. Le premier scénario, je le cite pour des mois, il est à mon avis totalement infaisable, c'est la restauration du modèle libéral d'autrefois. Et certains Européens y sont, certains Américains aussi, des démocrates américains, quand on doit les entendre, parce qu'ils sont plutôt silencieux, d'abord de surprise d'ailleurs, mais beaucoup d'Européens sont convaincus que cette période trumpienne de déconstruction de notre système va se terminer un jour, soit parce qu'il va perdre les élections en 2026, midterm election. Moi, je pense qu'il va essayer de les annuler. Mais c'est compliqué de changer la constitution américaine. Mais il est capable. Soit parce qu'il va mourir, soit parce qu'il va perdre les élections, les vraies élections présidentielles. Et donc, beaucoup d'Européens, c'est un vrai débat, hein, pensent qu'il faut tenir bon, il faut serrer les coudes, il faut accepter, il faut avaler toutes les coups d'œuvre qu'on peut, pas trop, et qu'après, ça ira mieux. Et qu'après, on aura de nouveau un président, une Amérique, plus ou moins démocrate, plus ou moins sensible à la liberté du commerce, et qu'il faut donc serrer les rangs, attendre, accepter tout ce qu'ils veulent, et que ça ira mieux après. Ce scénario de la restauration, moi je n'y crois pas du tout, mais encore une fois, il n'y a pas de vérité, c'est véritablement une perception, une analyse différente de l'avenir. Moi je n'y crois pas parce que je remarque qu'aux États-Unis, les forces qui sont derrière Trump sont des forces extrêmement puissantes. Il a à la fois la collusion d'une grande partie du peuple américain, défavorisé par cette phase hégémonique que nous traversons, et 90%, très grande partie des milliardaires de la tech. Et je dis un mot sur les milliardaires de la tech parce que je crois que c'est très important. Et malheureusement, l'Europe, on est en train de rater cette chose. Parce que les milliardaires qui soutiennent Trump aujourd'hui, il y a toujours eu des milliardaires qui ont toujours soutenu les gouvernements américains, quels qu'ils soient, de droite, de gauche, toujours eu des grandes entreprises, des Ford, des Rockefeller, des milliardaires qui ont soutenu. Et ces milliardaires, ils possédaient des industries, des sociétés qui changeaient la société. Effectivement, la voiture a changé la société américaine, et le pétrole a changé la société, mais il ne changeait qu'une partie de la société. Aujourd'hui, les milliardaires de la tech possèdent une technologie qui change, non pas la société, qui change le cerveau des gens. Qui change le cerveau des gens. Et là, il y a des ouvrages formidables qu'il faut lire, qui sont terrifiants. Donc, je ne comprends pas toujours, mais sur la capacité des algorithmes développés par la tête, non pas de répondre à vos désirs, mais de susciter vos désirs qui correspondent à ce que veut l'algorithme. Et ça, c'est une technologie complètement nouvelle, c'est-à-dire ces gens ont la capacité de changer les générations futures. Et ça n'est pas anodin. Et donc, pourquoi je disais ça là, hein? Le scénario avec la restauration, je n'y crois pas parce que je crois que les forces qui sous-tendent cette révolution, cette contre-révolution américaine, cette contre-révolution fédérale, sont très puissantes, trop puissantes, on revienne comme. Le deuxième scénario, je vais très vite, c'est le scénario de la contagion autoritaire, c'est-à-dire tout le monde se met à être américain,
ce qui est en général ce que font les Européens. Donc ce scénario, à mon avis, est possible, il est peut-être probable, c'est-à-dire que l'Europe, pareil, devient protectionniste, autoritaire, brutale, violente, et qu'on vit dans une espèce de confusion des genres, avec des régimes très purs, et voilà, des gouvernements de droite, d'expulsion des immigrés, de limitation des libertés publiques, limitation de la liberté de la presse aux États-Unis. Les libertés de pensée dans les universités étaient complètement remises en cause, etc. Ça, c'est le deuxième scénario de la contagion autoritaire en Occident. C'est un scénario, malheureusement, que je crois possible, parce que c'est la tendance naturelle des Européens de faire comme l'Amérique, et surtout, cette obsession des Européens de maintenir l'Amérique avec nous, de maintenir une protection américaine sur l'Europe, parce que British, il est là, il est menaçant. Cette obsession de maintenir une protection américaine fait combattre, c'était tout et n'importe quoi dans les États-Unis. Par exemple, on a accepté dans l'accord qui vient de signer, l'accord entre l'Union européenne et les États-Unis, le fameux accord commercial. C'est pas simplement qu'on a accepté de payer 15% de droits de douane sur nos produits sans les imposer eux, c'est qu'on a accepté, par exemple, de dépenser 600 milliards d'investissements aux États-Unis, alors que l'année dernière, notre projet, c'était 800 milliards pour les technologies en Europe, et sur ces 600 milliards qu'on va investir aux États-Unis, on va acheter encore plus d'armes américaines pour les fournir à l'Ukraine. Et donc, on va très loin dans, effectivement, la vassalisation. Et si on va continuer comme ça, eh bien, on ira de mettre très loin dans l'acceptation du populisme, voire de l'extrême droite. Madame Meloni, aujourd'hui, est une des grandes figures populaires à Bruxelles. Et d'ailleurs, personnellement, je trouve que c'est des intelligences. Donc, deuxième scénario, celui de la contagion autoritaire. Moi, je pense que c'est un scénario possible. Troisième scénario, qui est la solution par la guerre. Alors, c'est un scénario dramatique, c'est le pire des scénarios. Cette idée que tout va mal, l'économie ne marche plus, on n'avait pas un pourcent de croissance, et que on comprend plus rien, que les individus sont complètement isolés dans leur clan, dans leurs réseaux sociaux, et que finalement il faut tout remettre à zéro, il faut qu'on remette à zéro dans l'intertéconière. Ce scénario approche le caricature, mais c'est pas un scénario qui est absent de certaines pensées occidentales. Cette idée que si on devait faire la guerre aux Russes aujourd'hui, c'est sans doute possible de la gagner. À partir du moment où un État pense que la guerre est gagnable, évidemment, il sera tenté de le faire. Et donc, moi, je m'inquiète beaucoup de ces rumeurs de guerre, de ces communications, vous entendez, la fesse a dit qu'on allait demander aux hôpitaux se tenir prêts à accueillir sans une soldats blessés, pas moi, etc. Alors, je m'inquiète du discours, je m'inquiète pas de la réalité, parce que je pense pas qu'on ira à la guerre, tout simplement parce que le spectre de la dissuasion nucléaire est tellement fort, va nous empêcher de faire la guerre et empêchera Poutine aussi de nous attaquer. Mais le climat est belligène, l'ambiance, le discours est un discours de guerre qui est assez inquiétant parce qu'il met les sociétés dans une dans un temps bloqué. Quand vous pensez que la guerre est possible, vous bloquez vos investissements, vos désirs d'enfants. D'ailleurs, plus personne ne fait d'enfants aujourd'hui en Europe et surtout en France. En France, on est dans une diminution depuis 3 ans que personne n'arrive à expliquer. Et donc, ce scénario de la solution par la guerre, je pense qu'il est impossible pour des raisons stratégiques qui tiennent à une dissuasion nucléaire, mais c'est un scénario politique qui existe et qui est, à mon avis, très dommageable, et qui va encore une fois nourrir les populistes. Et on le voit très bien, ce sont les en France, en tout cas,
tous les extrêmes, que ce soit le RN ou LFI, sont persuadés que les Kronmodernité, ce qui est une aberration, mais ça encourage, ce discours belligène nourrit les angoisses d'une partie de la population qui va donc voter, encore une fois, pour le deuxième scénario, la contagion autoritaire, la fermeture des frontières, le retour à la française, etc., etc. Et enfin, le deuxième scénario, c'est le positif, puisque vous vouliez qu'il y ait conclu sur une note positive, qui est le scénario de la résistance démocratique, c'est-à-dire que j'appelle que l'Europe devienne le dernier des Mohicans du libéralisme, de politique économique. Alors, en tout cas, ce qui est certain, c'est que s'il y a un ensemble de monde qui doit défendre et qui pourrait défendre la démocratie, le libéralisme et le droit, ça ne peut être que l'Europe. C'est pas les autres, c'est pas les Indiens, ni les Chinois, ni les Brésiliens, ni les Africains, c'est pas. Donc s'il y a un endroit où il faut défendre ce système, c'est nous, c'est l'Europe qui peut le faire. Maintenant, deuxième question, est-ce que l'Europe est capable, saura agir ensemble pour défendre en tout cas les éléments de base de ce système? Moi je pense que oui, si c'est pas toute l'Europe, et 27, parce qu'il y a des chemins dans lesquels on peut plus le faire, on peut pas avec les Hongrois, avec les Slovaques, peut-être avec d'autres, on ne peut pas avec des futurs candidats. Les Serbes sont le pays le plus pro-russe qui existe sur le continent européen, donc ils sont censés rentrer dans l'Europe bientôt. Et donc il y a toute une restructuration de l'Europe, de l'Union européenne, qui est à mon avis nécessaire pour qu'un noyau dur, un petit groupe, qui peut être là, c'est pas forcément 4-5, mais pour qu'en tout cas les grands pays européens, la France, l'Allemagne, l'Italie n'est pas, on pourra parler de Mme Meloni, mais je mets l'Italie dans les pays qui pourraient être les fonds. La démocratie, des Anglais, bien évidemment, encore pire que évidemment, alors que bien que pendant le Brexit, ils aient quand même tué une bonne partie de la démocratie. Mais voilà, je crois que le scénario positif, ne peut venir que de l'Europe, et pour qu'il vienne de l'Europe, il faut que l'Europe cesse d'être ce qu'elle a été pendant 80 ans. On ne peut pas construire le monde de demain, avec l'Europe d'avant-hier, qui est complètement décalée, déphasée, qui repose sur des règles qui sont absolument plus adaptées au monde d'aujourd'hui. Donc voilà, mon espoir, c'est que malgré tout, en Europe, reste la conscience que la tragédie de voir dans le ciel, ça suffit, et qu'on ne va pas recommencer encore une tragédie mondiale comme on en a créé au XXe siècle. Voilà, c'est ma seule note d'optimisme. Alors, il y a quelques solutions plus concrètes, malgré tout. J'ai pas le temps, mais tout un système de redistribution des richesses. Ah oui, il faudrait quand même finir sur ça. Je reviens à ce que j'ai dit en introduction, ou en introduction de la deuxième partie. Ne pas croire que les populistes, ceux qui votent Trump et ceux qui votent extrême droite en Europe, sont des imbéciles. Ce sont des gens qui souffrent. Il y a une vraie souffrance sociale dans nos démocraties de gens, comme je l'ai dit, qui ont peur de l'avenir pour leurs enfants. Et moi, je sais, par exemple, tout en étant dans un milieu privilégié, je sais que l'avenir vers ma fille sera difficile. Alors que moi, mon rapport à mes parents qui n'étaient rien, j'ai eu une carrière, un chemin absolument formidable à cause de la République. À cause de la République, moi je suis un exemple même de la réussite républicaine, partie de rien, dans des écoles, parfait. Moi je sais que pour ma fille, ce sera beaucoup plus difficile à l'avenir, qu'elle pourrait connaître le chômage, etc. Mais ça, il faut donc prendre en compte cette inquiétude des gens, cette paupérisation d'une partie des classes moyennes, et y répondre. Si on veut défendre la démocratie, il faut adapter la démocratie aux nouvelles contraintes de l'économie. Et donc, il y a toute une pensée qu'il faut refaire, pensée économique, toute une pensée comment ça s'appelle, de notre politique de redistribution des richesses qu'il faut revoir. Moi, je ne crois pas qu'il faille augmenter tous les ans les aides sociales, l'assistanat, pas du tout. Je ne crois pas non plus qu'il faut augmenter la croissance pour avoir plus à redistribuer. Je pense que les deux thèses sont folles. Et celle du ruissellement, c'est-à-dire on enrichit la France et comme ça on peut redistribuer, ça c'est que possible. Et celle de l'assistanat, c'est-à-dire on donne de tout
encore plus à des gens qui sont en phase de paupérisation, ces deux voies n'amènent à rien. Et donc, il faut inventer. Moi, je ne suis pas économiste, mais il y a des gens qui pensent. Par exemple, cet économiste dont vous avez sans doute entendu parler, M. Pman, qu'on a caricaturé parce que comme quelqu'un qui veut imposer les riches, c'est beaucoup plus complexe que ça, sa pensée. Mais c'est vrai qu'il y a dans nos sociétés riches une injustice fiscale qui est parfaitement démontrée, et sa grande formule qui est aujourd'hui celle d'une très grande boîte, d'une très grande entreprise, qu'elle est moins d'être pauvre, ça se plaît. Et ça, en démocratie, c'est la mort de la démocratie. Donc il faut retourner à un système à la fois d'imposition, de redistribution des richesses, qui permettent aux gens de penser qu'il y a injustice fiscale. Et si on trouve cette formule, on peut repartir dans un nouveau capitalisme, dans une nouvelle société libérale, où la tentation autoritaire sera pas moins forte. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent tellement qu'il y a tellement d'injustice qu'ils sont prêts à tout casser, à casser le système. C'est ce qu'on dit très souvent, il faut essayer. Marine Le Pen, est-ce qu'on a tout essayé, tout est nul, et donc il faut essayer pour voir si c'est pas mieux. Et donc, je crois très sincèrement, je termine là-dessus, si les Européens sont capables d'entendre ce qu'il y a derrière les votes extrêmes et de répondre économiquement à ces inquiétudes, alors on a toute une chance de repartir dans un système libéral différent, mais qui restera un système démocratique. On voit de ça fait, je suis désolé, mais on n'a plus le temps. On a encore de temps de débat, et je suis vraiment très contente de pouvoir débattre avec vous de tous ces sujets. Merci beaucoup. Merci beaucoup.